Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les présidents des parlements européens, Messieurs les parlementaires, toute la présence. Pour commencer, je voudrais remercier M. Jean-Claude Mignon pour cette invitation qui me permet aujourd'hui d'être parmi vous aujourd'hui pour une seconde fois, après avoir intervenu lors de la session de la PCE au cours du mois de juin 2012. Sans doute le choix du thème défi, donc révolution arabe, défis et perspectives, ainsi que l'invitation qui m'a été adressée, est sans doute un signal fort adressé à l'égard de la Tunisie, son peuple, sa révolution pacifique, sa révolution pour la liberté, la dignité, l'égalité. Je profite de cette occasion pour mettre en valeur le rôle du Conseil de l'Europe, ses différentes structures, notamment la Commission de Venise qui a mis à disposition son expertise au profit donc de la Tunisie et pour soutenir le processus de transition démocratique au profit de l'Assemblée nationale constituante. Mesdames, Messieurs, pendant des décennies, la région arabe était presque à l'exception dans le monde, notamment après la chute du mur de Berlin et la dissociation du bloc de l'Est. C'était une exception au vu des développements qu'a connus différentes régions du monde vers l'ouverture et la démocratie. Depuis l'indépendance, ces pays n'ont connu que des régimes dictatoriaux, basés sur une gouvernance unipersonnelle ou l'emprise des militaires. La persistance de ces régimes a laissé place aux interrogations de certains. Est-ce que les Arabes ne peuvent être gouvernés que par la dictature? Cette image stylisée, typique, que les gouverneurs arabes ont imposé à leur peuple a été acceptée par les populations, soit par ignorance, soit par une nonchalance ou un désespoir, et ce pour des décennies. Malheureusement, ces régimes ont été relativement tolérés par les pays occidentaux, voire parfois soutenus, malgré la profonde conviction de ces natures autoritaires et la gravité des atteintes aux droits de l'homme. La marche de l'histoire continue et les forces vives au sein des sociétés arabes ne se sont pas éteintes. Elles attendaient le moment historique pour le changement. Ce moment est venu le 17 décembre 2010 à travers le désespoir d'un jeune Tunisien, Mohamed Bouazizi, qui n'avait plus de perspective et s'est immolé et a fait éclater une révolution qui a dépassé les frontières tunisiennes et a constitué ainsi le maillon supplémentaire à la chaîne des révolutions lumineuses à travers le monde. La première leçon à tirer est la suivante de la révolution arabe, une rupture définitive avec l'image typique des peuples arabes qui sont incapables, qui sont assimilés comme étant incompatibles génétiquement avec les principes de la démocratie. La deuxième leçon est encore plus significative, concrétisant la disparition définitive de cette image. À cet égard, la révolution en Tunisie, Égypte, Yémen et le printemps marocain étaient globalement pacifiques et civils. Ils ont prouvé que l'islam et la démocratie sont bien compatibles sans recours au coup d'État sanguinaire. Ces révolutions ont confirmé la présence forte d'une société civile responsable malgré toutes les pressions dont elle a fait l'objet. Tous ces points positifs ne devraient en aucun cas occulter les dangers qui guettent nos révolutions.
Ceci éviterait aussi les pays occidentaux de soutenir d'autres dictatures dans l'avenir. Les dangers qui guettent notre révolution sont nombreux et nous sommes confrontés à des défis difficiles et décisifs. Le premier danger est celui de la régression, de la marche arrière. Il ne faut pas oublier que certaines révolutions à travers l'histoire et malgré la chute du dictateur, la dictature a persisté à travers la mentalité, les pratiques politiques, ainsi que la mainmise de réseaux de contre-révolutionnaires sur les principaux postes décisionnels. N'oublions pas que les décennies passées avec la répression ont affecté non seulement la classe politique, mais également la société inconsciemment soumise à la tradition de la voix unique, à l'absence de critique et le rejet de l'autre. Telles pratiques sont plus dangereuses que les pratiques exercées par les groupes contre-révolutionnaires souhaitant saboter la révolution. Ensuite, le second point consiste en l'absence de forces politiques organisées et capables d'établir un équilibre au cours du paysage politique, de sorte à garantir la non-déviation du processus vers le cumul des pouvoirs et l'instauration d'un État parti. Toujours sur le plan politique, la Tunisie, même si elle a tranché à travers le projet de la Constitution la question du caractère civil de l'État, en vue de le concrétiser, la question demeure posée pour d'autres pays. Les difficultés économiques héritées par les pays de la révolution arabe, cumulant les problèmes de chômage, de pauvreté, d'inégalité, de développement entre les régions, ainsi qu'une infrastructure limitée, n'ont fait que compliquer davantage la situation prévalente dans ces pays. L'impatience des catégories sociales défavorisées est aussi un défi et un poids supplémentaire pour les nouveaux gouvernements en place. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, avec tant de défis posés pour la Tunisie et les pays du printemps arabe, il devient nécessaire de s'interroger sur les perspectives et l'avenir de ces pays avec une toile de fond ternie par une crise financière et économique mondiale préconisant des développements politiques graves, notamment au Moyen-Orient. À cet effet, il nous est possible de mettre en place une feuille de route globale dont les principaux éléments sont les suivants. Premièrement, encourager les investissements intérieurs et étrangers, externes pour redynamiser l'économie, facteur clé pour la stabilité politique et sociale. Dans ce contexte, nous comptons sur nos amis et partenaires des pays membres de l'UE pour investir en Tunisie, notamment au vu de toutes les facilités législatives pour encourager l'investissement en Tunisie, une main-d'œuvre qualifiée et un climat de stabilité et de sécurité qui s'améliore de jour en jour. Deuxième élément, instaurer une culture de dialogue entre le pouvoir et la société d'un côté et entre les différentes composantes de la société civile d'autre part. À ce niveau, il est certain que notre société a hérité de plusieurs pratiques non démocratiques et ce suite à une longue période autoritaire. Il est impératif de nous combattre et de combattre ces aspects sans complexe. Trois éléments, le rôle de la société civile. La société civile doit jouir de conditions nécessaires pour exercer son rôle, à savoir jouir de la liberté et de l'indépendance de la décision. Un élément auquel il faudrait accorder une importance capitale est le volet de la justice transitionnelle, qui est un processus compliqué et complexe dans nos pays. Un danger supplémentaire s'ajouterait si les criminels échapperont au jugement adéquat. À cet égard,
Il est important de récupérer les avoirs et les biens frauduleusement acquis à l'étranger et nous réitérons notre souhait pour que les pays amis aident la Tunisie à récupérer ses biens et avoirs afin de permettre une reprise économique et assurer une stabilité sociale. À cette occasion, je voudrais saluer Madame Anne Brasseur pour son initiative lancée au cours du mois de juin 2011 pour accélérer ce dossier. Le cinquième élément de cette feuille de route la Tunisie a réalisé des avancées importantes pour la réussite du processus de transition, notamment en ce qui concerne la rédaction de sa constitution. Les Tunisiens, et je souhaite que c'est le cas des autres pays arabes, sont attachés à la rédaction d'une constitution consensuelle, constitution pour tous les Tunisiens et non pour un parti ou une catégorie. Aussi, le renforcement du caractère civil de l'État, les valeurs de la République, la démocratie, l'égalité, ainsi que l'alternance pacifique et démocratique. Nous nous attachons de consolider une longue liste de libertés, notamment la liberté d'expression, bénéficiant d'un caractère constitutionnel. Pour que la Constitution ne soit pas juste de l'encre sur papier, il a été notifié d'instaurer une cour constitutionnelle qui veillera au respect des droits de l'homme garantis par la Constitution. L'Assemblée nationale constituante, tenant à la réussite du processus de transition démocratique, n'épargnera aucun effort pour achever la rédaction de la Constitution dans les meilleurs délais, à savoir au cours du mois de décembre, en vue de permettre l'organisation des élections législatives et présidentielles avant l'été 2013. Et afin de permettre la mise en place d'institutions d'État. La situation actuelle est délicate dans les pays arabes aussi bien que la Tunisie. Et pour preuve, ce qui vient de se passer avec le mouvement de protestation suite à la diffusion de séquences d'un film amateur portant atteinte au prophète Mahomet et qui a provoqué une vague de réactions violentes et atteint des niveaux incontournables. Des victimes ont été enregistrées parmi les manifestants et plusieurs blessés au sein de la police et des militaires. Malgré cette situation préoccupante, nous estimons que les perspectives restent ouvertes avec un optimisme et avec une sincère volonté de consensus entre les différentes composantes. Nous comptons sur notre peuple pour mettre de côté les intérêts partisans et de se lancer pour l'intérêt national suprême. Nous comptons sur nos amis pour nous appuyer en cette période. Nous souhaitons une solution pacifique pour la question syrienne. Et là, je fais appel, en cette occasion, de faire appel en votre présence et à travers vos parlements que vous représentez pour libérer les parlementaires palestiniens incarcérés dans les prisons israéliennes et à leur tête le militant Marouane Barghothi. Aussi, pour que la liberté et la démocratie et les droits de l'homme ne restent pas de simples slogans, mais des valeurs universelles auxquelles nous croyons et que nous défendons sans discrimination. Je vous remercie pour votre attention.